Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis dès 23 heures pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments de métaphysique, des moments où vous et nous pouvons échanger. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion et l'évocation, la page pratique, le SOS téléspectateur. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le célèbre professeur Herman Yaglipot qui est le concepteur de cette émission à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et un peu plus parce que ça peut se retrouver dans les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. C'est bonsoir. Ok. Voilà, donc on peut dire bonjour. D'accord. Certaines personnes disent que vous êtes le père de l'horoscope. Je ne sais pas pourquoi. Oui, bon, mais parce que au Cameroun, l'horoscope qui a fait, du moins, qui a élu domicile dans les médias, que ce soit la presse écrite privée, que ce soit la presse officielle, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme médias, que ce soit au niveau des télévisions, fait localement, c'est-à-dire monté de toutes pièces par un individu que je suis. Il y aura bien des raisons qu'on estime que je sois le père de l'horoscope. D'accord, merci. Ça ne sera pas une histoire... bon, ce n'est pas les horoscopes qu'on pique dans les réseaux sociaux et qu'on remet en surface pour que tout le monde puisse suivre. Ici, c'est l'horoscope mais fait maison. D'accord. Voilà. On a constaté qu'il y a des femmes qui n'aiment pas faire des bébés. On ne sait pas pourquoi. Nous allons prendre la première partie de la chronique qui nous parle de l'énigme de la femme qui refute la maternité avec réticence. L'énigme de la femme qui refute la maternité avec réticence. C'est un voyage au cœur des mystères de la féminité que nous vous proposons. L'univers est un vaste océan fait de principes spirituels. Il nous révèle ses secrets à travers des mystères profonds que nous devons décrypter. L'un de ces mystères concerne le phénomène paradoxal observé chez certaines femmes, une aversion marquée pour l'accouchement, voire une décision de ne jamais enfanter. Cette attitude, souvent incomprise, nous invite à dépasser les explications purement physiologiques et à explorer les dimensions occultes et spirituelles de l'expérience féminine. Dans les traditions ésotériques, la naissance est perçue comme un rite sacré, un passage initiatique qui ouvre les portes entre les royaumes spirituels et matériels. Cependant, toutes les femmes ne ressentent pas ce passage avec la même intensité. Certaines éprouvent une réticence profonde, une anxiété mystérieuse face à la maternité. Ces sentiments sont-ils simplement des peurs humaines ou reflètent-ils des dynamiques spirituelles invisibles? Dans la recherche de la compréhension de cet état d'être ou d'esprit, nous plongeons dans un voyage à travers lequel nous allons faire face au mystère du karma. Le karma, au-delà de la loi de cause à effet qui gouverne notre existence, nous éclaire sur les racines possibles de ces réticences. Une femme qui ressent une aversion pour l'accouchement pourrait porter les marques de traumatismes vécus dans une incarnation antérieure, comme des pertes douloureuses ou des complications sévères lors de la naissance. Ces empreintes énergétiques occultes, inscrites dans son âme, se traduisent par des peurs ou des résistances dans sa vie actuelle, sans qu'elle-même ne s'en rende compte. Si les étoiles et les planètes font partie du langage cosmique, il va sans dire qu'astrologiquement, il est recommandé que nous soyons raisonnés. Car il s'agit de la science des étoiles et de leurs influences sur notre existence. C'est elle qui éclaire l'impact des configurations célestes sur notre psyché.
À titre d'exemple, l'étude de la carte astrale d'une femme peut révéler des configurations qui expliquent ses sentiments envers la maternité. Certaines énergies astrales peuvent même susciter une pulsion inconsciente ou une répulsion envers l'expérience de l'accouchement. Conscient ou inconscient face à cet état de choses, devons-nous nous comporter comme si cela ne nous regardait pas? Oui ou non, certains diront qu'il y a matière mystique à relever, il s'agit de se pencher sur des vibrations qui proviendraient de l'influence des royaumes spirituels, gouvernant toute existence. Les traditions occultes nous apprennent que des entités spirituelles et des influences ancestrales peuvent également jouer un rôle crucial par rapport au rejet de la maternité d'une femme. Une femme réticente à donner la vie pourrait être sous l'influence d'entités protectrices ou d'esprits ancestraux qui la préservent de dangers potentiels liés à l'accouchement ou à la responsabilité parentale. Ces influences subtiles peuvent peser sur ses choix et ses émotions. S'il faut voir la chose du côté des mémoires ancestrales, c'est qu'il serait possible de transcender la cause première de cette peur de la procréation. Une peur transgénérationnelle est un autre aspect important à considérer lorsqu'il s'agit de relativiser de telles décisions. Les mémoires énergétiques transmises à travers les générations peuvent engendrer des peurs et des blocages inconscients chez les individus. Les souffrances et les peurs héritées de générations antérieures peuvent être inscrites dans l'ADN spirituel, influençant ainsi les sentiments d'une femme envers la maternité. Ces peurs ancestrales, intégrées dans le patrimoine énergétique, peuvent se manifester comme une aversion instinctive ou une réticence profonde. À travers un regard holistique et respectueux, nous nous invitons à comprendre pourquoi certaines femmes ressentent une aversion pour l'accouchement. Il est nécessaire de plonger dans les dimensions spirituelles et occultes de leur existence. Chaque femme est un univers unique, et ses sentiments envers la maternité sont le reflet d'un entrelacement complexe de facteurs karmiques, astrologiques, spirituels et transgénérationnels. Résultat, sous le prisme d'une quelconque tolérance, plutôt que de juger ou de pathologiser ses sentiments, il est crucial d'adopter une approche holistique et respectueuse. En explorant les mystères occultes et en reconnaissant la richesse des expériences humaines, nous pouvons espérer apporter une compréhension plus profonde et éclairante à cette énigme féminine. Offrons à ces femmes une perspective qui transcende les apparences et touche à l'essence même de l'existence spirituelle. Professeur Herman Yaglipot, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui peut expliquer le refus d'une femme qui pourtant sur le plan spirituel peut procréer, de refuser carrément? Bon, disons, le spirituel, du point de vue métaphysique, est différent du spirituel du point de vue classique. Parce que du point de vue classique, tout ce qui est spirit, tout ce qui est pas perceptible, tangible, peut s'avérer spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui fera à ce que une femme qui est bien construite et qui est censée procréer, il arrive qu'elle décide de ne pas le faire? Alors là, lorsque nous prenons le côté spirituel de ce point de vue-là, on peut balancer carrément dans le domaine métaphysique, comme pour dire qu'il y a en elle une situation karmique, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'explique pas, qu'elle n'arrive pas à expliquer elle-même. Ça peut s'expliquer si elle tient compte de pas sa virginité, parce que à un moment donné elle n'est plus vierge, mais de sa beauté corporelle comme une fleur qui ne va jamais faner, et qu'elle prétende y rester dans cette posture. Là, c'est du spirituel classique. Mais le spirituel où la peur déborde la dimension de la simple peur
mais de l'absence totale de l'envie de procréer. Ça prend une autre connotation, ça tombe sur le prisme de ce que nous disons, ce que nous... c'est là où on met le karma. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une peur qui viendrait de fait de ses vies antérieures où elle a eu à procréer avec beaucoup de souffrance. Et qu'au cours de cette existence, elle n'est pas prête à reprendre les expériences et ceci se passe en elle de manière inconsciente. Bon. Et là aussi, il y a comme quelque chose à expliquer, mais pourtant qui n'est pas explicable. Voilà, parce que là, ce qui est explicable, c'est ce qui émane directement de sa volonté de ne vouloir pas procréer. Bon, donc elle-même, elle trouve des explications à donner. Du genre, j'ai fait un enfant, je n'en veux plus un deuxième, ou bien j'ai fait 2 enfants, ça va comme ça. Du genre où, bon, je n'ai pas besoin de faire des enfants parce que moi, j'ai peur de prendre une grossesse. Du moins, du genre à vouloir expliquer quelque chose qui, fondamentalement, est invraisemblable, mais qui, en fait, traduit sa volonté de ne pas vouloir faire des bébés. Par contre, quand ça se passe de façon à ce qu'elle soit inconsciente de fait de sa décision, c'est-à-dire qu'elle prend une décision, qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de prendre comme décision comme ça. C'est comme un rejet, comme tout ce que je viens d'expliquer. Alors là, ça prend une autre couleur, ça ressemble un peu à quelque chose qu'elle-même, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, elle est habitée par une peur de procréer. D'accord. Mais patriarche, dites-nous, et dans le cas où elle n'est pas consciente, c'est dû à une manipulation occulte. Des fois même, il y a des parents jaloux, des parents qui sont habitués à ce que leur fille leur envoie de l'argent régulièrement. Ils ont peur que, bon voilà, si elle enfante, forcément, le gain va diminuer. Des fois, eux-mêmes, ils sont à l'origine un professeur. Maintenant, dans ce cas, comment faire pour savoir? Bon, alors, s'il y a une manipulation qui part sur la base du rejet d'avoir des petits-fils ou des petites-filles, dont des petits-enfants, venant de son enfant, par exemple, comme certaines formes de jalousie parentale, jalousie maternelle, jalousie paternelle, du fait que le butin, entre guillemets, puisque la jeune fille est au four au moulin, avec son petit métier, il faut qu'il y ait de la récolte et que cette récolte ne soit pas dispersée. Donc, elle est comme née au service de ses parents. Bon, ça peut pas se passer de façon à ce que ça soit la peur d'enfanter de son côté. Elle veut bien avoir des enfants, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre une grossesse. C'est un blocage qui est purement et simplement occulte. On peut parler de l'envoûtement, on peut parler de la sorcellerie, on peut même parler des fétiches, pourquoi pas. Comme si cela ne suffisait pas, on peut parler même de la malédiction. Mais la malédiction aussi n'a pas de place. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de démêlé entre cette jeune fille et ses parents. Elle-même, elle ne comprend pas pourquoi elle ne procrée pas. Et puis sa mère ne donne aucune explication parce que sa mère est complice. Ça peut être d'une complicité qui va de soi, c'est-à-dire avec son époux. Bon, dans ces cas, c'est souvent fait chez les filles qui ont un cœur, le cœur dans la main, c'est-à-dire elle a l'esprit du partage, elle ne ressemble pas à ses sœurs. Oui.
tout ce qu'elle a, c'est pour tout le monde. Bon, on se dit qu'il faut qu'elle reste comme ça. Parce que elle n'a pas assez. Et quand bien même elle aura assez, les parents ou bien ceux qui sont derrière le coup aimeraient bien que d'elle on profite davantage. Bon, là, c'est pas un problème de peur de procréer. C'est juste un problème qui ressemble un peu à la sorcellerie et au blocage occulte de procréer, de procréation chez elle. Voilà. D'accord. Professeur, quelles sont les pratiques spirituelles ou alors des rituels que vous pouvez recommander à ces personnes, à ces femmes qui ont peur de donner la vie? Bon, disons, il n'y a pas de recette en cela. Parce que d'autres raisons que nous avons évoquées dans la chronique sont telles que le fait de ne pas procréer peut aussi émaner de la protection des ancêtres. Comment ça? On dit souvent que les morts ne sont pas morts, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On a des vidéos, des discours des présidents de la République, des grands pays, et qui sont les bâtisseurs de leur République, et qui sont tels que projetés de temps en temps. Au-delà de ça, on a des citations, c'est-à-dire des mots, des phrases qui ont été pas attribuées, qui ont été concernées dans les discours des uns et des autres, des morceaux choisis, où on prend quelques mots, quelques groupes de mots, dont une phrase, pour illustrer la grandiosité, le fait que la personne décédée depuis des décennies, même des siècles, ait laissé des traces à partir de ces discours. Nous aurons les discours d'Hippocrate, de Socrate et de bien d'autres personnes ici et là. Alors tout cela, c'est des réservoirs, comment on peut dire, des réserves de vibrations occultes qui nous affectent. Bon, alors si les ancêtres protégeraient une jeune fille, à l'amener à ne pas mourir d'accouchement, perdre le bébé et mourir elle-même, hein, cela ne peut pas être expliqué autrement que par le biais de la personne qui refuse de prendre le bébé, de prendre la grossesse. Parce qu'il y a comme dans elle quelque chose qui l'habite et qui l'empêche de prendre la décision d'enfanter. Et deux fois, ces personnes-là rêvent, font des songes qui vont dans le sens à leur demander de ne pas procréer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit en semant la peur en elle, soit... En fait, il se passe toujours un problème inexplicable parce qu'il y a des ressentir. Nous ne sommes pas pareils. Nous nous ressemblons en ce sens que nous avons des yeux, nous avons les oreilles, nous sommes constitués comme du même genre, mais nous ne sommes pas les mêmes. Par exemple, il y a des personnes qui naissent avec le troisième œil développé, et il y en a qui ne savent même pas qu'il existe le troisième œil du tout. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, j'ai envie de comprendre vraiment qu'est-ce qui peut animer une femme à ce point, c'est-à-dire sa maman lui a donné naissance, elle en retour devra aussi donner naissance. Il y en a qui en ont tellement peur que lorsqu'elles prennent la grossesse, lorsque ça arrive, comme on dit souvent au quartier, après l'accouchement, elles vont aspirer le bébé, si vous permettez le terme. C'est-à-dire, elle accouche normalement, les médecins disent le bébé et la mère sont bien portants. Et 10 minutes après, on vous dit le bébé est décédé. Au village, des fois, les parents nous font comprendre, les anciens nous font comprendre que c'est la maman qui a aspiré le bébé.
ils ont leur technique pour le savoir. Comment comprendre ce degré de réticence? Bon, ben, écoutez, nous sommes quelque peu de règne animal où nous ressemblons aux bêtes. Bon. Prenons le cas des poules. Il y a des poules qui boivent de leurs œufs. C'est-à-dire qu'elles pondent les œufs, mais ces œufs ils n'en sortiraient jamais de poussin, sauf si c'est déporté ailleurs. Alors, on trouve ça chez les humains. On trouve ça chez les humains dans le milieu où la sorcellerie prend de l'ampleur, n'en déplaise à ceux qui croient à cela, ou croient à la sorcellerie ou pas, où non seulement on peut aspirer son bébé, je prends ton terme, à la naissance, on peut le faire pendant la grossesse, c'est-à-dire une grossesse qui, à un moment donné, disparaît. On a l'impression qu'il n'y avait pas la grossesse alors qu'il y avait une grossesse. Tout comme on peut trouver des cas, ça j'en ai connu au moins un, où une jeune fille part accoucher et celle qui l'accompagne, la dame qui l'accompagne, qui sera, comment on appelle ça, qui sera là pour les premiers soins de la jeune fille qui sait très peu de choses en ce qui concerne l'accouchement. Arrivé à l'hôpital à quelques jours, puisque à l'époque, on allait à l'hôpital, on restait une semaine, même deux. Et surtout dans les villages, ça continue à être ainsi. Alors, c'est plutôt celle qui est allée accompagner la femme enceinte qui accouche. Bon, elle n'accouche pas. Son bébé, le bébé disparaît, du moins le fœtus part de son ventre, petit à petit, il prend position dans le ventre de l'accompagnatrice. Et fin de compte, c'est celle qui n'était pas enceinte qui accouche. Ça, j'en connais un cas. Et les dames, là, les deux sont décédées aujourd'hui. Les enfants ont accouché des enfants. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Bon, donc il y a plusieurs cas de figure qu'il ne faut pas confondre avec le fait de ne pas vouloir accoucher. Parce que le fait de ne pas vouloir accoucher, c'est un fait personnel. Oui. Et donc j'ai essayé de donner d'explications à deux dimensions. Une dimension où on ne sait pas pourquoi on a peur d'accoucher, mais on a pourtant peur d'accoucher. Et une autre dimension où, assisté par les anciens, par les ancêtres, à tout moment, c'est comme s'il était un temps si peu l'occasion de rêver que pas la peine de prendre la grossesse, ça sera pas bien. Voilà. Donc c'est comme une sorte de protection qui vient des ancêtres. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons poursuivre l'émission avec la deuxième partie de la chronique. Force vitale, bien-être et méditation. Certes, le phénomène force vitale est du domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il relève du bien-être. Ici, c'est le bien-être qui signifie santé, c'est-à-dire l'absence de malaise, douleur, maladie, tout en étant mentalement équilibré, etc. Pour cela, les études scientifiques qui se veulent sérieuses et vraies sont holistiques, donc elles sont d'ordre spirituel en même temps. Les recherches jusqu'ici menées dans le domaine occulte ont permis de réaliser que les médicaments, de par leurs composants, sont des perturbateurs endocriniens. Le fait qu'on dissimule que leurs effets secondaires finissent par se transformer en de nouvelles pathologies fait qu'on en banalise la dangerosité d'en prendre en mode thérapeutique. Bien sûr, qu'on finit toujours par découvrir que la toxicité du foie, telle que reconnue,
de certains médicaments, le cas de paracétamol, est chose à prendre au sérieux. Mais malgré que cette toxicité de bouche, le plus souvent aux hépatites A, B, etc., en passant par les AVC jusqu'à certains cancers, rien à faire, on y reste accroché toujours, soit par ignorance, soit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Finalement, on accepte qu'on soit tué par la maladie que d'être oppressé par la moindre douleur. Une grosse bêtise qui fait que de nos jours, on fait confiance aux médicaments bien plus qu'à un médecin. Alors que le médicament non seulement intoxique, tue à petit feu, il est donc plus dangereux que la maladie elle-même. On a fait du médicament une véritable arme contre la douleur, malgré qu'en définitive, on sait qu'il ne guérit jamais, mais soulage simplement. Cette bêtise va en soi. Cela semble logique parce que même le médecin ne sait rien faire face à une maladie si ce n'est que de prescrire des médicaments. Alors, pour ne pas avoir mal, il vaut mieux en boire toute sa vie. Sans oublier qu'on y va jusqu'au vaccin contre les maux, même les plus imaginaires, malgré qu'on n'en finisse jamais avec. Tenez, les vaccins de la grippe, c'est quasiment chaque année qu'on vaccine. Mais il y a toujours une nouvelle grippe qui vient. Et peut-être même c'est juste des canicules que des grippes. Du point de vue métaphysique, tout ce que nous essayons de révéler en ces essais est du domaine de la connaissance et non d'une quelconque opinion qui va dans tous les sens. Non plus qu'il soit question d'une opposition des normes sans aucun soubassement scientifique, si oui basée sur la pensée unique. Bien évidemment, c'est juste une soi-disant science fondée sur le scientisme d'exploitation de l'homme par l'homme sous le prisme du charlatanisme intellectuel à l'aide duquel les maîtres de notre planète dictent leurs lois un peu partout dans le monde. Personne n'ignore que c'est la connaissance occulte du phénomène vie qui affranchit n'importe quel individu, eux-mêmes compris. C'est elle qui conduit holistiquement à la véritable raison d'être en tant qu'entité et ou à la raison d'être d'une science. Au-delà de toute forme de rapport de force détenu par la haute classe, il faut que cette classe de personnes cesse de troubler la planète. Qu'elle sache que rien n'est éternel sous le soleil. Elle doit ainsi initier au savoir des lois de la nature en vue de retenir qu'il ne faut jamais les transgresser. Il s'agit d'une étude qui permet de maîtriser les données occultes et cosmiques, favorisant à ce que tout le monde puisse parvenir à la refonte de leur mode de vie. Mais parce que certains d'entre eux ne cessent d'être des hors-la-loi, que l'humanité tout entière ne fait que sombrer dans un flou existentiel incompréhensible. Tout doit fonctionner dans un système éducatif universel, faire en sorte que tout apprenant en devienne l'homme total. Une personne affranchie de toutes sortes de servitudes ou d'esclavage. De tels cours doivent avoir pour fond la métaphysique, celle qui verse dans la spiritualisation de l'être. Ici, on sait que la spiritualité est le chemin qui conduit à la divinité. À ce cours, la méditation étant un engin, un véhicule qui permet d'emprunter le chemin de la spiritualité. Fondamentalement, il se doit être une formation porteuse de bonnes mœurs. Elle doit favoriser l'adoption d'un nouveau mode de vie, une réelle prise en main de la connaissance qui éloigne tout un chacun des vices de toutes sortes, les boissons et aliments artificiels, médicaments, entre autres, les produits industriels ou tout comportement susceptible de perturber la santé de manière globale. Ceci va permettre d'éviter de se retrouver dans la prison du ridicule, où sont intellectuellement écroués les diplômés, surtout les soi-disant scientifiques, les politiciens, les industriels, etc. Tous se trouveront enfermés dans une sorte de bourbier en de véritables malades mentaux et tomberont dans le labyrinthe de la médecine artificielle chargée de commercialiser des médicaments qui ne vont jamais les guérir.
Résultat, métaphysiquement parlant, il n'y a pas de médicament qui puisse remettre la force vitale en activité normale lorsqu'elle commence à faire défaut. Oui, on doit s'attendre à ce qu'une moindre maladie, une épidémie, pandémie et même une simple canicule devienne tueuse. Nous devons donc retenir que seul un mode de vie basé sur le respect des lois de la nature nous met à l'abri des maux de toute nature et nous spiritualiser en même temps. Professeur Herman Yeglipot, dans une perspective spirituelle, que représente la maladie? Est-ce tout simplement un déséquilibre physique ou alors un message de l'au-delà? Non, disons métaphysiquement, la maladie, qui veut dire le mal à dire, représente le langage des cellules étant des êtres vivants, les cellules étant les entités. Alors là, nous sommes dans une situation de biologie occulte qui délimite la connaissance de techniques. Parce que, universitairement, on verse beaucoup plus sur des techniques qui aboutissent à un niveau de compréhension des choses. Et cette compréhension peut être confondue avec la connaissance. Alors que la connaissance, ça s'acquiert, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Si ça s'acquiert par le biais de beaucoup de sacrifices et beaucoup de pertes d'argent même, mais ne saurait être comme un achat d'un véhicule ou bien d'une maison ou d'un terrain. Parce que lorsqu'on est à la recherche de la connaissance, c'est qu'on est à la recherche de la lumière. Et lorsque nous parlons de lumière, ici il s'agit de la lumière divine. Et là, la santé ne peut être possible que si on a pris en compte l'existence de la connaissance et dont on a besoin de connaître afin d'atteindre le niveau nécessaire de préservation de la maladie, c'est-à-dire du maladie des cellules. Et là, quand je parle de biologie occulte, je fais allusion que de manière occulte, la biologie ne ressemble pas à la pathologie, du moins n'obéit pas au système pathologique. Simplement parce que le système pathologique obéit au corps physique, donc à des éléments physiques, c'est-à-dire on est malade, du côté de l'œil, on donne un nom. On peut dire conjonctivite, du côté des oreilles, ortite, du côté de la gorge, quelque part là-dedans, on dit amygdalite, du côté des poumons, quelque part dedans, on dit bronchite. Alors tout ça, c'est qu'on n'est pas en train de vouloir s'accommoder à ces langages des cellules pour comprendre que peut-être il faut voir la chose autrement. On la voit par rapport à un environnement, disons, anatomique. Bon, pourtant, c'est dans un environnement biologique qui est d'ordre physiologique et d'autres aspects, nécessitant à ce qu'on fasse attention sur le désordre que connaît de fonctionnement de l'organisme à ce moment précis de la maladie dont les cellules du corps est en train de réclamer un peu plus du sérieux dans le comportement de l'individu que nous sommes. D'accord. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que les médicaments modernes, par leurs effets indésirables, puissent toucher notre cheminement spirituel, notre éveil? Bon, le véritable problème, c'est que nous parlons de la création et nous sommes des produits créés de Dieu. Mais nous n'attendons pas de Dieu qu'il crée des choses pour nous permettre de profiter de la vie qui vient de lui comme étant quelque chose de totalement naturel.
Alors ça se passe comme si Dieu nous a créé, nous aussi on a créé nos choses. C'est comme nous avons créé des véhicules, nous y sommes. Nous avons créé des habits, on les porte. Bon, on a créé des choses, et nous aussi sommes dans le créationnisme en quelque sorte, de façon à banaliser la différence qu'il y a entre ce que nous créons, de ce que ça peut nous être utile, de ce que Dieu a créé, le rapprochement qu'il y a entre ce que Dieu crée et ce que nous créons. Parce que là, je suis dans le créationnisme pour que le commun des mortels comprenne. Parce que lorsque nous parlons métaphysique, nous ne parlons pas créationnisme. Nous parlons évolutionnisme. Les cellules évoluent. Les cellules évoluent à tel point que les bébés ne sont plus bébés après un temps. Bon, donc il y a un mort. Il y a mort de la carcasse du bébé et il y a réincarnation en l'enfant. L'enfant meurt, il y a réincarnation à l'adolescent. L'adolescent meurt, il y a réincarnation à l'adulte. Et l'adulte meurt, il y a réincarnation à des personnes de troisième âge. Bon, tous ces changements-là ne sont pas de nature à être décriés. Pourquoi? Parce que ça se fait progressivement sous nos yeux. Mais si vous laissez un bébé, 50 ans après vous venez, vous le retrouvez bébé, alors il y aura un problème. Mais vous retrouvez un monsieur que vous ne connaîtrez plus du tout. Alors là, il n'y a pas un problème parce qu'on dit il a grandi, il a vieilli et puis il attend de mourir. Voilà. D'accord. Professeur, comment pouvons-nous, en tant qu'individus spirituellement conscients, naviguer dans un monde où les médicaments ou alors les traitements médicamenteux sont omniprésents tout en préservant notre bien-être intégral? Bon, j'ai voulu biaiser tout à l'heure. Tu reviens sur cette question. Sur ça. De toute façon, ce que nous mangeons doit contribuer à notre évolution spirituelle, si et si. Quand on dit manger, c'est tout. Parce que le médicament, ça se mange. La preuve, les composants des médicaments, on les appelle les additifs alimentaires. Bon, donc ce qui fait partie de l'excipient. Parce que l'excipient, il y a le principe actif et puis maintenant, les composants. Alors, donc, il y a un problème, c'est lequel? C'est que tout ce que nous absorbons ne doit pas provoquer des perturbations à nos cellules. Tout ce qui provoque des perturbations à nos cellules serait de nature à nous empêcher de vivre spirituellement bien. Parce que la maladie, moi, du point de vue métaphysique, je me porte en faux de faire croire aux gens que la punition de l'homme, c'est la mort. Non, tout meurt. Hein? Même les rochers, même les plantes, donc du monde minéral, il y a la mort. Oui. Du monde végétal, il y a la mort. Du monde animal, il y a la mort. Ce n'est pas le péché qui punit la mort, qui est puni par la mort, non. C'est une manière d'expliquer peut-être aux chrétiens, parlant du christianisme, je ne sais pas, ou l'islam ou quoi, donc des religions, du paradis et de l'enfer, c'est une manière d'amener les gens à croire. Là, c'est pas mal. Il n'est pas interdit de convaincre les gens de suivre un chemin de pureté. Mais ce n'est pas une preuve, donc il n'en sort pas de preuve que la mort est une punition de ce que serait à faire pour ne pas mourir. Du moment où, dans ces milieux, on n'enseigne pas comment cristalliser les énergies dans l'organisme pour que les cellules restent aussi longtemps que possible vivantes. Parce que c'est la dégradation des cellules qui fait des maladies dont on entend souvent dire mort par suite d'une courte maladie, ou bien la personne est mise longtemps, se soit mise dans une situation de dégradation organique, aussi longtemps que possible et à la fin décède. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas une recette qui permet à ce qu'on vive longtemps? À partir de cette recette, peut-être qu'on meurt sans souffrir, sans être malade. Du genre,
la recette qui restaure la vie, la recette qui permet à ce que de la naissance jusqu'à la mort, puisque la mort doit exister comme un changement d'un état pour atteindre un certain niveau de ce qu'on aurait dit, comme quoi tu as terminé ta mission, pas d'abord pour naître maintenant ailleurs pour une autre mission. Parce que c'est ça en fait le but de la mort. Le but de la mort n'est pas parce que tu vas attendre à aller au paradis ou en enfer, non. Le but de la mort, c'est que nous sommes sur la terre pour une mission. C'est-à-dire là, je suis à l'antenne, et je suis à la télé, et j'essaie d'expliquer rapidement quelque chose compte tenu du temps. Et bon, alors, le but de la mort, c'est de changer des vies, de faire, de mettre fin à une une mission précise, suite à une existence. Maintenant, si nous vivons de manière à anticiper la fin de notre mission, nous allons souffrir lorsque nous allons réincarner la prochaine fois. On va beaucoup souffrir. Tout comme on peut ne pas vite réincarner, on peut se retrouver dans une sphère de souffrance où on ne réintègre pas le monde physique, on reste dans le monde intangible aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'on se purifie, ne serait-ce qu'à un degré près. Peut-être c'est là le début d'idée de l'enfer, mais c'est pour renaître après. Parce que si vous mourrez d'accident causé par vous-même et que vous devriez vivre 100 ans, à supposer, pour terminer votre mission, et comme vous ne l'avez pas terminé, et par votre faute, à 70 ans vous mourrez, vous aurez 30 ans, où vous aurez à attendre à ce que vous reveniez. Voilà. Professeur Hermaniek Dipot, je voudrais savoir, vous qui êtes dans les plantes ou alors les remèdes naturels depuis plus de 40 ans aujourd'hui, pensez-vous que, sérieusement, que ces plantes-là puissent augmenter notre aura? Bon, attends, le problème des plantes, c'est le problème de 3 mondes. Pas seulement les plantes. Il y a le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Alors, l'homme est le résumé de ces 3 mondes. Dans le corps de l'homme, il y a des liquides biologiques qui sont d'ordre minéral. Il y a des viscères, des parties du corps qui sont d'ordre végétal et d'autres qui sont d'ordre animal. Et ils forment un tout qui fait un peu la différence avec une pierre ou bien un arbre. Oui. Alors presque tous les animaux ont cette faculté de résumer, de s'auto-résumer en 3 mondes. Avec la différence que l'homme, lui, il a les possibilités d'en savoir plus. Bon, c'est ce que fait que nous faisons des études en biologie, physiologie et tout. Est-ce que les plantes naturelles, professeur... Bon, j'y vais. Alors maintenant, ces études-là nous ont permis de savoir que nous pouvons prendre des autres créatures, entre guillemets, bon, des existences des autres mondes, par exemple le monde végétal, de ce qui peut être de ce monde et intégrer ça dans notre organisme et résoudre le désordre qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que on parle des cellules, par exemple, les cellules animales et les cellules végétales, qui a une connivence entre, je vais terre à terre, entre les 2 types de cellules, au point où, quand l'homme, ces cellules commencent à perdre, comment je peux dire, de sa valeur, les cellules végétales, c'est-à-dire ce qui viendra des plantes, peut bien venir et redonner l'équilibre aux cellules animales qui sont nos cellules. D'où la différence entre les substances artificielles qui peuvent sortir des usines de je ne sais où,
n'est pas avoir la même façon de s'implémenter dans l'organisme et de redonner l'équilibre. C'est pourquoi on parlait des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ce qui au contraire va empêcher à ce que le fonctionnement glandulaire, c'est-à-dire des hormones et tout, se passe normalement. Bon, parce que c'est des produits parfois qui sont introduits dans l'organisme pour empêcher la mort, hein, pour résoudre les problèmes de souffrance, des douleurs et tout, mais non pour permettre aux cellules de retrouver leur forme et de se mettre à fonctionner normalement comme avant. D'accord. Voilà. En gros, on gagnerait à prendre les plantes ou alors les On gagne produits... à manger les plantes. Hein? On ne mangerait pas, je ne sais pas quoi, des choses fabriquées dans les usines toute sa vie et être en santé comme celui qui mange naturellement des produits vivriers. C'est-à-dire ce qui vient du champ, du sol, c'est-à-dire notre mamelle nourricière, notre mère, c'est la terre. D'accord. Voilà. Nous allons prendre la réflexion et l'évocation et on va voir ce que pense Philippe Evans. Un médecin en plus. D'accord. Les sociétés, elles sont la propriété des grands fonds d'investissement dont on parle beaucoup en ce moment, qui placent à leur tête des managers, qui pourraient aussi bien être dans une banque ou une industrie métallurgique, et qui sont là pour rapporter de l'argent à leurs actionnaires. Dès lors, et c'est tout le problème, ils mènent une politique de court terme. C'est l'année prochaine qu'il faut avoir 15 ou 20% de bénéfices. Et puis l'année d'après. C'est pas dans 10 ans ou dans 12 ans. Dès lors, ils ne prennent pas de risques et il n'y a plus de recherche sérieuse de médicaments. Tout est centré sur les médicaments pour les gens riches des pays riches, et en particulier par les gens de plus de 50 ans. Les maladies chroniques les intéressent de ces gens riches, pas les maladies aiguës. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Ça n'intéresse pas de vendre un médicament pour qu'un malade s'en sert pendant 8 jours. C'est des queues de cerises. Par contre, lui donner un médicament qui va prendre tous les jours, toute l'année, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, les médicaments qu'on appelle aujourd'hui préventifs, ça consiste à quoi? Ça consiste à traiter des millions, des centaines de millions de gens de plus de 50 ans pour des maladies qu'ils n'auront pas. Chaque malade ressent le besoin d'être pris en charge, de recevoir un médicament, et puis 2 c'est mieux que 1, et 3 probablement mieux que 2, etc. Et en France, où les médicaments sont non pas gratuits mais largement remboursés, ça atteint une proportion telle que le Français consomme 2 fois plus de pilules et de comprimés que n'importe quel citoyen d'un autre pays. C'est quand même assez fascinant. Et dans certains domaines, les antidépresseurs, pour ne pas les citer, c'est 6 fois plus, par exemple, que l'allemand. Or, le Français n'a pas de raison majeure d'être 6 fois plus déprimé que les Allemands, etc. Il y a donc une habitude qui s'est prise, qui tient à la demande des malades, mais il y a aussi les médecins qui sont coupables. Parce que prendre en charge un malade, c'est l'écouter, c'est parler avec lui, c'est le comprendre, c'est connaître sa famille, son environnement, ses problèmes, c'est établir une vraie relation, je ne vais pas dire forcément amicale, mais en tout cas une relation assez intime. Et ça demande du temps. Et le médecin, à 21 € la consultation, bon, c'est-à-dire infiniment moins que le plombier, et ben, au bout d'un quart d'heure, il veut terminer la consultation, et même au bout de 10 minutes s'il peut, et il propose une ordonnance. Et ça marche à tous les coups. On prend le stylo, la feuille de papier, on commence à rédiger l'ordonnance, la consultation est terminée, le malade repart avec ses 5, 6 ou 7 tablettes différentes, et tout le monde est content. Bon, il y a véritablement quelque chose qui ne fonctionne plus et où les malades, ou ceux qui croient l'être, ce qui fait beaucoup plus, les médecins, l'État et finalement l'industrie devraient tirer la leçon de cette situation. On a besoin de l'industrie. Elle est une industrie essentielle, mais qu'elle fasse ce qu'elle sait et doit faire. Ce qu'elle sait faire, c'est fabriquer des médicaments. Elle le fait de façon magnifique. Par contre, choisir les marchés, choisir les molécules,
Elle n'est absolument pas, intellectuellement et techniquement, en état de le faire. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à trépigner parmi les milieux médicaux devant ces maladies qui n'existent pas. Aujourd'hui, il y en a une liste impressionnante, qui vont depuis les troubles de l'érection chez l'homme, les petites douleurs dans la période des règles chez la femme. Alors ça a pris des noms pompeux, c'est le syndrome dysphorique menstruel, ou bien, bon, quand on a un peu mal au ventre à certains moments, bon, c'est le côlon qui s'irrite contre les aliments qu'on lui fait avaler. Bon, il n'y a rien de plus banal, ça existe depuis que l'homme est sur Terre, mais maintenant ça s'appelle syndrome colique fonctionnel. Ah, alors, il y a 30 ans, vous étiez hypertendu quand vous aviez plus de 17, puis quand vous aviez plus de 16, puis 15, puis 13. Et aujourd'hui, même 12,5, alors on n'ose pas quand même l'appeler hypertension artérielle, parce que c'est vraiment le chiffre normal. Eh bien, on appelle ça le syndrome de pré-hypertension. C'était la première étape. Bon, le diabète, c'était pareil. C'était diabète au-dessus d'un gramme 20, maintenant c'est au-dessus d'un gramme 10, etc. Enfin, alors, à chaque fois, ça a l'air de rien, on passe d'un gramme 20 à un gramme 10, ça multiplie par 2 le nombre des malades à traiter dans le monde entier. Récemment, on a vu, et Marcia Angel le raconte, émerger le syndrome des troubles obsessionnels compulsifs, qui était reconnu chez l'adulte depuis longtemps, j'entre pas dans le détail, mais très peu chez l'enfant. Et aujourd'hui, vous avez la stupéfaction de voir qu'un quart des enfants seraient atteints de syndrome TOC, comme on dit, trouble obsessionnel compulsif, et dès lors, il faut les traiter. Et bien justement, l'industrie pharmaceutique a des molécules pour ça, elle vous les propose. Et puis après, vous découvrez que l'homme, le professeur Nemirov aux États-Unis, qui a fait ajouter aux maladies de l'enfant le trouble obsessionnel compulsif, avait reçu $500 000 de consultance de la société Glaxo qui met sur le marché les médicaments pour ce trouble obsessionnel. Alors, quand on raconte l'histoire, on dit « c'est un cas extrême ». C'est pas du tout un cas extrême, ça se passe comme ça, tous les jours, tous les ans, pour tous les médicaments et toutes les maladies. Professeur Herman Yaglipot, finalement, je pense que chacun gagnerait à se prendre en charge. Mais attendez, au cours de cette émission, tout le temps, nous disons entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne peut t'aimer à dépasser toi-même. Et on ne peut pas être à la solde des personnes qui ont organisé les marchés, parce que les gens ne comprennent pas une chose. La chose la plus facile à gagner sur la terre, à dépasser de l'argent, n'existe pas. L'argent est la chose la plus facile à gagner. Malheureusement, l'idée qui conduit à l'argent, c'est ça qui est difficile. Si vous aviez une idée comment faire pour mettre la merde, pour ne pas dire le caca, dans les boîtes et vendre, et que vous bénéficiez de l'appui de l'État, donc des politiques, et que le bénéfice pour cela représente 90%, au bout d'un petit temps comme ça, vous devenez super riche. Donc c'est l'idée qui conduit à l'argent qui nous dépasse nous tous. Ce n'est pas l'argent qui est difficile, parce que l'argent c'est quelque chose de banal. D'accord. Bon, maintenant, si nous voulons être en santé, c'est pourquoi la deuxième partie de la chronique, nous avons parlé des forces vitales. Et nous avons essayé de faire un commentaire dans le sens que la vie qui est en nous doit être entretenue par une intelligence divine, spirituelle, par nous-mêmes. Oui. Si nous voulons que ce qu'on nous a dit à l'école, dans les universités et tout, c'est ça que le docteur Philippe Event, qui est un professeur de médecine, retraité aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, il n'est plus en fonction, mais comme médecin, il est retraité depuis d'ailleurs. Il a été directeur de l'Institut de Nickel et tout ça. Je ne sais pas si là encore il est retraité ou pas. Mais c'est un monsieur qui se bat depuis pour que les gens comprennent l'importance de l'utilisation du médicament par rapport à leur maladie. C'est pourquoi nous l'avons associé ce soir à cette édition, pour amener à ce que nous allons dire ne soit pas des faits du hasard. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous relatons les faits sont têtus,
Et nous communiquons sur cette base parce que nous voulons que notre société, surtout la société africaine, qui n'a pas de... que tu laisses un nom qui va dans le sens de faire sourire la collectivité que de laisser les richesses. Parce que en fait, les richesses, là, après ta mort, vont tomber en disette. Hein. Des belles villes sont là, mais il y a les plus belles villes qui naissent. Je crois que l'Europe continue à se vanter qu'elle a des belles villes. Mais l'Asie a des nouvelles villes qui sont plus belles encore. Voilà. D'accord. Donc, toute la beauté qu'on met sur le matériel finit par disparaître en fonction du temps et des contextes. Par contre, tout ce qu'on a construit comme bien à l'intérêt de l'humanité reste. Hein. Ça, nous sommes dans la morale. Et c'est pourquoi nous travaillons dans une émission qui se veut éthique, où on ne moralise pas les gens, mais on les suscite à une curiosité qui les permet ou qui les permettrait de se poser des questions et de trouver des réponses à ces questions par elles-mêmes. Ça, c'est des personnes qui nous suivent, qui doivent tout faire pour trouver des questions par elles-mêmes. Ce n'est pas nous des réponses, quoi, à leurs questions par elles-mêmes, pas par nous. Parce que nous aussi, on peut avoir l'erreur d'appréciation des choses par rapport à certains domaines que nous maîtrisons peu, ou que nous croyons maîtriser, ou qu'à nous écouter, c'est difficile de comprendre même ce que nous disons. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous passons au SOS téléspectateurs où nous répondons à vos questions et préoccupations. Vous avez la possibilité de nous envoyer les messages ou alors WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. SOS téléspectateurs. On prend ce message de Janet. Merci patriarche. J'ai besoin de mon horoscope personnel. Que faut-il faire exactement? Voilà, mais vous allez appeler l'horoscope Personnel, personnel. Ça nécessite que nous ayons les coordonnées, nom et prénom, la date de naissance. Donc là, c'est une autre chose. Hein. C'est pas de ça que nous parlons ce soir quand même. Voilà, mais c'est pas interdit. Hein. D'aller dans tous les sens pour côté des téléspectateurs, on les... Voilà. Oui, justement, il y a une autre question. Hein. Comment éviter les femmes de nuit? Rien à voir avec l'émission. Mais voilà, ce sont nos chers téléspectateurs, professeur Hermaniel Lipati. Éviter les femmes de nuit, mais non, nous n'avons pas parlé d'une chose qu'on n'a pas préparée. Professeur Ouais, parce que je veux bien, je veux bien que les gens comprennent une chose. Lorsque vous préparez de la nourriture, vous proposez ça à table, et que les gens viennent, peut-être c'est une nourriture qu'on mange avec les mains, ils viennent avec les cuillères. Bon, ils seront un peu déçus que en mettant la cuillère, ça ne se prend pas facilement. Bon, si nous sommes en train de parler des couches de nuit, des succubes et des incubes, sans aucune préparation, on risque de dire des choses qu'au cours d'une émission, où on va préparer alors maintenant de parler de ça. Que ceux qui nous suivent aujourd'hui, mais pourquoi il avait dit telle autre chose au lieu de dire ce qu'il dit maintenant. Donc je pense que ne mettons pas beaucoup de piment. Non, pour ça, juste savoir, est-ce que à partir d'une certaine heure, en fermant les portes, les fenêtres, ça pourrait nous éviter certaines visites spirituelles? Bon, mais c'est comme si vous voyez le fantôme à l'intérieur de la maison, vous allez faire comment? Pourtant, tout est fermé. Mais des fois, on ne prend pas des précautions, professeur. Non, mais les précautions à prendre, ça nécessite donc on explique les choses. Parce que moi, je dis aux gens, ne confondons pas les choses. Là, dans la métaphysique, il y a la théorie et la pratique. Et il n'y a rien qui se passe directement dans la pratique sans la théorie.
Parce que ne serait-ce que dire à quelqu'un, prends le citron, mélange avec du sel, dans un petit plat, mets sous le lit. C'est déjà théorique. Avant qu'il ne prenne le citron, qu'il a, il a suivi un discours, quelque chose qui a expliqué, c'est théorique. Bon, maintenant, il faut en plus que la personne qui utilise le citron et le sel, qu'on lui explique pourquoi le sel, pourquoi le citron. C'est théorique. Maintenant, il faut aussi que l'explication qu'on lui donne l'amène à comprendre alors si son problème, le sel et le citron suffit pour résoudre ses problèmes. Parce que c'est comme tu te fais, et tu peux avoir pour quelqu'un pour un blindage. Il te blinde. Bon, pourtant, il t'a blindé, d'accord, mais c'est lui qui t'attaque ou qui t'a mis dans une situation, sa force est au-dessus de son blindage. Parce qu'aucune voyance n'a été faite au départ. On a pris la chose comme ça. Après, on est passé au blindage. Non, il faut aller d'abord dans la voyance, voir jusqu'où il y a des forces. C'est comme tu es en guerre et tu veux utiliser des armes qui sont légères par rapport aux armes de l'ennemi. Ah mais non. C'est pourquoi moi je suis un peu réticent du fait de propager des recettes à la télé juste pour plaire au grand public ou bien montrer combien à sensation on est trop fort. Non, moi je suis trop faible. De ce côté-là, vraiment, je préfère. Professeur Herman Yagliport, je préfère me taire parce que si je dis aux téléspectateurs ce que je sais de vous, vraiment, je suis sûr que vous allez me... Oui, mais attends, il ne faut pas le dire. Le je maçon, suis sûr qu'après, le vous allez maçon me au pied faire... du mur. Non, si quelqu'un, par hasard et par chance, se retrouve dans un environnement où je peux lui apporter de l'aide, qu'il m'insulte que pourquoi depuis tu n'as pas dit que tu pouvais apporter de l'aide, je vais tout me justifier. Mais qu'il soit content, je serai aussi content. Que de dire ici, je suis fort à dépasser tout le monde, et puis maintenant, on vient me goûter, on trouve que je suis plus pire que le piment. Voilà. D'accord. Maître, s'il vous plaît, la femme mystique qui refuse d'enfanter, est-ce que cette femme-là bénéficie d'une quelconque récompense sur le plan spirituel et ou physique, et quelles pourraient être ces récompenses? Bon, alors là, je suis incapable de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que il faut que je reconnaisse mes limites. J'ai essayé d'expliquer de A à Z qu'est-ce qui peut faire à ce qu'on ne puisse procréer, partant de la femme elle-même. Bon, peut-être pas de A à Z, mais de A à Y, ou bien de A à P. Bon, il restera donc que je parte de P à Z en continuant à faire des recherches. Professeur. Cependant, Oui. les punitions sont karmiques. Je crois avoir dit ça. Si une personne se donne le toupet en disant « moi je ne veux pas procréer, hein, mon corps, mes seins, mon ventre... » Le travail, des fois même son travail... Et surtout porter une grossesse pendant 9 mois, c'est trop du travail pour moi. Et encore aller travailler à l'hôpital et peut-être ça va sortir là-bas que je ne peux pas faire un accouchement par voie basse. Tout ça, donc moi je ne prends pas les risques. Bon, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui lui arriverait. Je ne suis pas à l'église. C'est à l'église qu'on sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Mais ce que je sais, c'est que toute décision que nous prenons, on doit la prendre étant objectivement sûr que nous avons le droit de la prendre. D'accord. Parce qu'une bonne décision fait un bon karma. Une mauvaise décision fait un mauvais karma. Voilà. Professeur Herman Yagliport. Maintenant, tu es surexcité. Non. Vas-y. Patriarche, je sais que nous sommes dans le monde inconnu et voilà, les téléspectateurs ont besoin de savoir, de connaître la vérité, professeur. Et comme vous le dites très souvent, vous ne pouvez pas dire certaines vérités à l'antenne parce que il y a de bonnes
et de mauvaises personnes qui nous écoutent. Mais je voudrais savoir une chose. À une certaine époque, on ne parlait pas trop des myomes, des kystes, des fibromes, parce que la femme procréait. Les anciens disaient, la femme est faite pour procréer, son organisme c'est pour ça. Est-ce que le fait qu'on a limité l'accouchement aujourd'hui serait la cause de certains dysfonctionnements chez la femme? Bon, disons, là, c'est notre paire de manches. Une femme qui refuse de procréer, du tout, beaucoup ont à la place des fibromes. Donc, le bébé que la nature interne lui procure, c'est ces fibromes-là qui va grossir, prendre l'ampleur, et jusqu'à devenir comme une boule, où on sera obligé d'ouvrir et enlever la boule. Tout ça, c'est connu des personnes âgées. Les jeunes ne sont pas au courant de ce genre de situation, et c'est pas dit, peut-être, on ne prend pas ça en compte parce que c'est pas dit officiellement dans les médias. Alors, lorsque vous refusez de procréer, bon, à chaque fois qu'il y a le passage des règles, c'est que le corps se prépare à recevoir le spermatozoïde. Et cette préparation est en quelque sorte comme un mécanisme de flux et de reflux qu'il faut essayer d'avoir le contrôle sur ça. Bon, là, c'est une autre paire de manches, et là, c'est un domaine qui peut même être révélé scientifiquement, quand on parle de scientifiquement, c'est-à-dire du côté livresque. Mais du côté métaphysique aussi, c'est évident que certaines personnes développent certaines maladies, surtout les femmes, pour avoir refusé de procréer, c'est-à-dire des maladies gynécologiques, d'un genre, pour avoir refusé de procréer. Ça peut être un cancer, je ne sais pas, de col de l'utérus ou quoi. Bon, là, je n'ai pas à énumérer ces maladies simplement parce que il faut dire les choses et expliquer le fondement même de telles déclarations. Bon, donc, ce qui a été constaté, c'est que des jeunes filles ont, de nos jours, développé beaucoup de maladies gynécologiques que des vieilles mamans à une certaine époque n'avaient pas connues. Bon, d'aucuns diraient, est-ce qu'il y avait-il des examens à l'époque tels que ceux qu'on a aujourd'hui? Il n'y avait pas de méthode autant de questions à se poser parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui est important entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait aujourd'hui? Et puis aujourd'hui, si tu viens avec des explications sur ce qui était avant, qui soient très importants, on va banaliser ça parce que ça n'a pas été enseigné dans nos écoles officielles. D'accord. Voilà. On prend ce message de Sarah depuis Yaoundé. Bonsoir à vous, belle émission. Merci, professeur. Qu'est-ce que on peut dire de la limitation des naissances par les méthodes contraceptives? À quel moment on doit limiter les naissances pour une femme qui a déjà des enfants? Cette limitation a-t-elle un impact sur le plan occulte? Oui. On ne doit pas limiter les naissances. Mais on ne peut pas alors accoucher 50 enfants. Et pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Mais parce qu'on ne peut pas. Pourquoi? À un moment donné, on se fatigue par rapport à l'environnement, comment on mange, comment on vit, comment on se prend en charge. Parce que le mode de vie qui permettait aux femmes de faire 18 grossesses et qui est 16 bébés, ou 14 grossesses, 12 bébés, n'est pas le même mode de vie d'aujourd'hui. Avant, on ne mangeait pas des perturbateurs, on ne buvait pas des perturbateurs endocriniens tels que les sucreries que nous appelons les jus. On ne les prenait pas. Les femmes ne consommaient pas l'alcool, ni des bières, ni même les vins traditionnels, le matango, le vin de palme, le vin de raffia et tout. Les femmes n'en consommaient pas quand elles étaient encore à l'âge de procréer. Il y avait tellement d'interdictions. Il n'y avait pas d'interdit. Il y avait une société respectueuse
C'est-à-dire, les femmes savaient que ça, c'est les hommes qui font ça, parce qu'eux, ils s'en foutent de leur vie. Ça, nous, on ne peut pas faire, parce que nous sommes délicats. Bon, parce que à regarder la chose au sérieux, la femme, elle est délicate. D'accord. Parce que après 50 ans, tu n'as plus la même personne que chez la femme que chez l'homme. D'accord. Et sur le plan occulte? Mais justement, sur le plan occulte, la femme a des forces qu'il faille ne pas négliger d'entretien. Parce que si la femme n'arrive pas à entretenir toutes les forces qu'elle a en elle, elle fana rapidement et puis elle se met en situation de décrépitude. Tu vois des femmes qui ont des peaux d'un genre, à côté d'elles, d'autres qui ont le même âge qu'elles, c'est pas la même chose. Et puis on se pose la question si c'est seulement le décapage ou quoi. Tu trouves que non, c'est pas ça. C'est juste la manière de se conduire dans la vie qui est fait et fait. Bon, donc la limitation de naissance, pour répondre à la question de Sarah, c'est quelque chose de pas bien. C'est pas bien à partir du moment où on limite les naissances par des méthodes, des limitations des naissances. C'est sans danger si on limite les naissances par des méthodes naturelles. Par exemple, tu dis que tu ne fais plus l'amour, où est le problème? Tu ne vas pas faire des bébés alors que tu ne fais plus l'amour. D'accord. Mais si tu prends des contraceptifs, tu prends plein de choses parce que tu veux limiter les naissances, ces produits-là vont détruire tes cellules. Et tes cellules, la double dimension, c'est-à-dire la dimension métaphysique de la cellule et la dimension physique, les deux dimensions seront mises en branle et cela sera quelque chose de pas bien spirituellement pour la personne. Bon, si vous limitez aussi les naissances en essayant de voir dans votre cycle les périodes fécondes et les périodes non fécondes stériles, là c'est encore une autre paire de manches parce que là vous choisissez comment manger. D'accord. Vous ne mangez pas à qui mieux ou à tout hasard, non. Bon, là, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Professeur... Donc, en fait, d'après mes recherches, il peut y avoir des problèmes à ça, d'après les recherches des autres gens, mais pas d'après mes recherches. Voilà. On a Éléonore qui voudrait avoir le test d'affinité avec sa conjointe et il voudrait savoir comment ça se passe. La personne va appeler après l'émission, tout à l'heure ou bien demain. Bon, on verra. Ok. Alors, on prend ce message de Janine depuis Ebolova. Je suis une femme mariée depuis plus de 5 ans. J'ai eu la peine à avoir mon enfant qui a 3 ans déjà, mais je n'arrive plus à tomber enceinte et j'avais accouché par césarienne. Je veux savoir pourquoi. Bon, là, nous saurons pourquoi lorsqu'on va faire la voyance. On ne peut pas le savoir d'emblée. Et puis, le problème du césarien, là, c'est un problème pas facile à expliquer ou à s'expliquer. Bon, si ce n'est pas une forme de malice, bon, voilà. Professeur, pourquoi vous refusez de nous dire certaines choses? Non, parce que souvent l'enfant n'est pas encore à terme. On dit que comme il a atteint un certain nombre de temps dans le ventre, qu'il sorte. Bon, et comme il ne veut pas sortir, on le fait sortir par force. Bon, là, ce n'est pas... C'est une forme de... Comment on appelle ça? D'avortement. Sauf que cet avortement, le bébé ne meurt pas forcément. Voilà. Du coup, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un enfant qui naît par voie basse et un enfant qui est par césarienne? L'enfant qui n'est pas césarien ne peut pas être pareil comme l'enfant qui n'est pas. C'est quoi la différence, patriarche? Mais sauf que dans la vie, on ne sait pas qui n'est pas césarien et qui ne l'est pas. Parce que les cornes ne sortent pas sur la tête des gens qui sont nés par césarien et qu'on n'envoie pas les cornes sur... Mais le déroulement des problèmes, des situations, ce qui se passe dans la vie des gens, personne ne sait d'où viennent nos problèmes. Personne. Même quand on voit un voyant, souvent il n'est pas à mesure de nous expliquer la genèse même de nos problèmes, parce que souvent il faut incriminer le voisinage
pour avoir avoir bien fait le job. Voilà, parce que quand on fait bien le job, souvent, c'est productif, c'est-à-dire ça paye. Bon. Par contre, il y a des situations où si un voyant vous dit que parce que vous êtes né par voie basse, c'est pourquoi votre vie ne bénéficie pas de toutes les vibrations électromagnétiques nécessaires du genre de ce que devrait être. Bon, tu vas dire toi-même aussi que celui-là, lui, c'est vrai, je suis né par voie basse, il a bien vu. Mais quel rapport ça a avec mes problèmes de la vie? Tu vois, ça va changer. Donc, il y a d'abord une préparation psychologique qui part du fait de l'esclavagisation des Noirs, la colonisation, la néocolonisation. Tout est préparé pour que nous soyons stéréotypés, que nous soyons des machines à penser sur des pensées reçues, hein, et de la copie-collée des choses qui sont venues ailleurs. D'ailleurs, nous le disions ici, si vous voulez faire une bonne méditation, oubliez tout ce qu'on vous a dit de bas âge jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour créer un nouvel environnement qui vous est propre. Voilà. Okay. Patriarche, je suis sur le point de me marier. Ma femme avant-hier m'a fait quelque chose qui m'a vraiment offensée et je voudrais savoir si je peux repousser la date de l'événement ou alors vous rencontrer pour que vous fassiez une étude d'affinité. C'est le choix. Qui se marie mal rate sa vie. Donc choisissez, je réponds à la personne qui écrit, que la personne n'a qu'à choisir, faire son étude d'affinité et de compatibilité. Ce n'est pas la peine qu'on aille vite en besogne, alors que, bon, et ce n'est pas parce que une dame, votre amie ou votre femme vous engueule, donc il n'y a plus harmonie par la suite, comme si vous êtes habité par des rancunes. Non plus. Parce qu'il faut toujours dire qu'il s'est passé un problème. La femme, quand elle a besoin d'argent, tu ne lui donnes pas l'argent, elle peut te dire n'importe quoi. Et il y a aussi des hommes comme ça, quand il n'a plus d'argent, il ne faut pas que la femme vienne lui casser la tête. Elle peut obtenir quelques claques, alors qu'il n'est pas souvent brutal. Voilà. Donc tout ça, il faut se maîtriser. Voilà. Mais, professeur Herman Yaglipote, il faut également dire que des fois, on a tous les signes devant nous qui nous montrent que cette personne est la mauvaise, mais on s'entête. Oui, mais c'est le karma. On se ment à soi-même, professeur. Non, on ne se ment pas à soi-même. On doit vivre On fonce son karma. quand même. Bien des années après, on reste, on se dit, c'est vrai qu'il y avait quand même des signes, mais vraiment, je me disais que, comment comprendre ça? Non, toujours ça le dit karma. quand tu dois te marier mal, tu vas te marier mal. On aura fait les études d'affinité, compatibilité, les voyants vont passer par là, ta mère va t'amener voir Les Kamsi, les Kamsi et tout. Bon, tout le monde va te dire que la femme, si elle va te tuer. Arrête. Tu ne vas pas arrêter jusqu'à ce qu'elle te tue. Des années après. Donc c'est karmique. Quand le karma est quelque part, tu as des dettes à payer, tu les payes. Quand le karma est quelque part, tu as la récompense à obtenir, tu l'obtiens. Parce que le karma n'est pas toujours négatif. Voilà. On a Dieu qui nous envoie un message depuis Fumbot qui dit que ça fait des années qu'il est marié, mais vraiment rien n'avance dans sa vie. Il a comme impression qu'il est maudit. Il ne fait rien de son argent, patriarche. Bon, mais alors, m'appeler après l'émission, on va discuter un peu. Je ne peux pas lui donner une recette qui n'aura pas de sens. Mais quand on est marié, on est déjà marié, on n'a plus de choix à faire. Sauf si on veut être en polygamie. Là, c'est un choix en soi, mais qui n'est pas le choix parce que tu as pris la vie de quelqu'un. C'est ton choix là-bas. Voilà, moi je ne veux pas dire à quelqu'un, si ta femme te dérange, cherche une autre femme. Okay. Tu risqueras à chercher une femme pire que celle que tu as pensé être la plus mauvaise.
Voilà. Ok, professeur Hermaniek Lipote, dites-nous, comment les anciens faisaient pour avoir une femme? Les anciens faisaient du charme. On faisait comme on fait avec le chat. Quand tu as un nouveau chat à la maison, si tu veux que le chat reste chez toi, tu lui coupes comment on appelle ça, les moustaches ou quoi. Oui, patriarche. Et puis tu mets ça quelque part, hein, sur les pieds du lit. Et le chat là se balade, revient à la maison. Sinon, ton chat sera plutôt ailleurs. D'accord. Toi, tu as un chat, mais il ne vit pas chez toi. Et avec la femme? Et on faisait comme ça avec la femme. On coupait quoi chez la Non, femme? je ne dis pas. Professeur. Nous sommes dans le monde inconnu, professeur Hermaniek Tu veux Lipote. couper, tu veux te marier, Oui. tu es On coupe quoi, les homosexuel, ou bien tu veux dire ça à ton frère ou quoi? Non, j'ai mon frère, Non, non, j'ai des amis. moi, je connais ça, mais moi, je ne peux pas faire ça à quelqu'un ou à quelqu'une, quoi. Mais vous faites ça quand même à votre chat. Oui, mais le chat, c'est le chat, parce qu'il doit manger les souris, que de me mettre à me battre avec les souris. Voilà. Mais je ne peux pas dire ça aux gens. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas des chats. Nous ne sommes pas du monde animal du côté des bêtes. Nous sommes du monde animal du côté des humains. Donc, Mais il y a des professeur, choses qu'il faut... avant de couper, avant d'arriver ça, je vais appeler ça quoi, pratique. Avant d'arriver à cela, comment vous faisiez? Ben, je me rappelle, hein, si vous permettez, que les anciens, ils avaient souvent une méthode là. Lorsqu'ils abordent une personne, ma fille, tu t'appelles comment? La fille, elle va donner tout son nom. Tu es né quand? Elle donne, il relève. Tu dis que tu t'appelles comment? On écrit Il même ça. relève sans relever. Il relève sans relever. On écrit même ça comment? Mon nom, on écrit comme ça. Ton Sylvie, là, c'est avec I ou c'est avec eux. C'est-à-dire, il sait bien qu'il est en train de faire, il veut mener en fait une étude sur elle avant de poursuivre ses avances. Mais aujourd'hui... Non, mais écoute, à toutes les périodes, hein, l'homme est attiré par la femme. Bon. La femme peut être attirée par l'homme, mais elle a la chance de naître de réserve. Elle a la chance des réserves. Bon. Si la femme est beaucoup attirée par l'homme aujourd'hui, c'est sur la base des motivations que tu peux trouver des filles courageuses, qui bougent et qui... Voilà. Mais la femme, elle a un degré de réserve qui lui permet de se faire la cour. Bon, mais l'homme, c'est un chien de chasse. Et comme ça, l'homme peut faire des études d'affinité. Oui, sur 1000 femmes. Sur 1000 femmes. Ben oui. Et c'est conseillé. Ah, d'accord. Oui, quand tu veux te marier, il faut faire l'étude d'affinité, même sur celle que tu aimes, et même sur celle que tu n'aimes pas. Parce que ça t'aide. Ça t'aide parce que tu peux tomber sur celle que tu n'aimes pas, mais qui t'aime. Souvent, il n'est pas nécessaire de te marier d'une femme qui ne t'aime pas. Il est beaucoup plus conseillé de te marier d'une femme qui t'aime. D'accord. Parce que là, tu gagnes plus avec son amour de tout ce qui est positif et de tout ce qui apporte en toi toute la tranquillité. Oui. Et également aussi, on remarquait que les femmes, chaque matin, ou alors les hommes allaient consulter. Aujourd'hui, c'est plutôt l'horoscope. Je me rappelle quand on était plus jeune, le matin avant de sortir, on ne ratait jamais l'horoscope et un patriarche. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens me disent ça, que je les ai embêtés quand j'étais petit. On arrivait à l'école en retard parce qu'il fallait... Mais c'est pas moi qui les embêtais, c'est la radio. Mais c'est vous qui écriviez. Oui, mais attends, jusqu'aujourd'hui, c'est vous qui continuez à le faire. Même mon nom. Mais on avait besoin de ça. Moi-même, j'étais tout petit, l'horoscope m'emballait, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'entrer. Il n'y avait que les librairies qui avaient des livrets d'horoscope en vente. Il n'y avait pas de kiosques. Et quand tu entrais dans une librairie et que tu veux ouvrir un livret où il y a l'horoscope, alors quand tu es tout petit, on vient, on te chasse. Et c'est pour cette raison que moi j'ai préféré envoyer l'horoscope à la radio. Quand j'ai atteint un âge où je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a d'autres gens comme moi qui s'intéressaient à l'horoscope, avec le biais d'un ami suisse qui était médecin. Alors,
j'ai écouté aussi ses conseils parce que lui aussi, il était intéressé par l'horoscope. Et c'est comme ça que l'horoscope commence au Cameroun en 1991 à la radio Douala, Oui. La CRTV. Et, bon, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est à Canal 2. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, professeur Emmanuel Dipol, lorsqu'on se lève, c'est WhatsApp, c'est Facebook, on ne prend pas le temps de faire une méditation, de préparer sa journée. Et après, on est étonné de voir sa vie stagner. Oui, bon, mais c'est la nouveauté. Nous espérons seulement qu'on va pas aller de mal en pire parce que la société est en train de tomber dans une forme de cryptitude qui ne dit pas son nom. On a l'impression qu'on s'enfonce dans le divertissement et tout. Et puis, je ne sais pas, ces outils-là, ça affecte tout le monde. Peut-être moi aussi. Parce qu'on a besoin d'informations. Et à côté d'une information, on voit un fait D'accord. qui fait rire. Et puis, on cale sur ça. D'accord. Et bêtement, on n'a pas préparé la journée, hein, comme tu dis. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, on va se quitter sur ce message. J'ai des problèmes avec ma santé sexuelle. Je n'arrive plus à satisfaire une femme depuis quelque temps à cause de mon problème d'érection et faiblesse sexuelle. Comment faire pour traiter ou soigner cela? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Première chose, si vous n'avez pas l'hypertension, là, vous allez nous appeler. Même si vous avez l'hypertension, vous nous direz quel médicament vous buvez et nous vous dirions quel est l'effet indésirable de ces médicaments par rapport à votre érection. Donc, c'est partie remise puisque nous sommes à la fin de cette édition, quoi. D'accord. Professeur Herman Yeglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de la fin? Bon, alors quelqu'un a passé, on a demandé que souvent les gens nous posaient leurs problèmes. Le thème de ce soir, c'est un problème qui a été posé par une dame et nous lui disons merci sans la citer parce qu'on n'a pas pris son avis. Bon, nous lui disons merci. Bon, il y a un autre thème en gestation, la sagesse. Quelqu'un demande c'est quoi la sagesse? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura de l'inspiration pour que du point de vue métaphysique, qu'on essaie de venir sur ces thèmes et voir si on peut apporter un plus dans le raisonnement, la curiosité des gens et par rapport à cette demande. Voilà. Merci, professeur Herman Yeglipot. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, nous sommes là. Contactez-nous. Rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.